Attention, ce podcast contient des récits de situations de violence conjugale et sexuelle. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation un petit peu délicate, un passage de vie éprouvant. J'essaye de m'en sortir et le fait d'avoir porté plainte contre la personne qui m'a agressée pendant 5 ans, en me faisant subir des choses sous sédation, me met dans une situation aujourd'hui qui est très, très délicate. Pour me reconstruire aujourd'hui, c'est très délicat. J'ai du mal à me relever. Moi, ce que je veux, c'est être active, reprendre ma vie d'avant. J'ai jamais été inactive. J'ai besoin d'être utile et que les gens autour de moi, je les sens utiles aussi pour moi en retour. Je m'appelle Loris Géco. Pendant 6 mois, avec Claire Terry, nous avons enquêté sur la soumission chimique pour comprendre le parcours des victimes, mais aussi leurs difficultés judiciaires. Dans l'épisode précédent, nous avons suivi le fil des plaintes déposées par Emmanuel contre Gus. Faire face à la justice, c'est se confronter à l'attente. Pour elle, c'est aussi revoir celui qui est à l'origine de ces traumatismes. Emmanuel, Marine et Vigdis nous ont raconté combien cette période avait été difficile et décevante pour elle. Après les faits, après la justice, vient le temps de la réparation, de la reconstruction. Comment reprendre sa vie et aller de l'avant ? Comment penser à la suite sans omettre complètement ce qu'on a vécu ? Certaines victimes choisissent de continuer leur combat pour qu'ils servent une cause encore plus grande. D'autres essayent de se réparer et de poursuivre le cours de leur vie, tant bien que mal. Face au témoignage d'Emmanuel, nous avons contacté l'avocat de Gus pour obtenir sa version. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ses réponses sur notre site internet en annexe de ce podcast. À son insu, le podcast. Épisode 3. Reprendre vie. Réalisé par Claire Terry et Loris Géco. J'ai du mal à me projeter parce que je suis dedans et il faut savoir que quand il y a un procès, c'est plein de deadlines, c'est plein d'obligations, c'est plein de dates auxquelles vous devez en tenir compte. Et ce à quoi on ne pense pas, c'est que quand on a une condamnation, quelle qu'elle soit, vous avez des comptes à rendre à la justice. Vous avez des obligations de rendez-vous. Je n'avais jamais vécu ça. Le juge des applications des peines vous convoque et vous devez lui rendre des comptes. Vous avez l'impression d'être en un repris de justice alors que vous êtes victime. Il y a un truc énorme à vivre en fait. C'est très déstabilisant. C'est très déstructurant et humiliant. L'humiliation. Ça, il faut rentrer dans les clous, il faut répondre aux demandes et aux obligations suite à une condamnation. Et ça, on n'y pense pas quand on l'a pas vécu. Moi, je pensais même pas que j'allais avoir affaire à un juge des applications des peines. C'est une période très longue que j'ai vécue là, à combattre des choses, des inégalités, des choses qui me semblent pas très logiques dans le monde de la justice. Et j'ai envie de retourner dans la vraie vie, mais pour y retourner, je pensais être un peu dépourvue d'énergie, et en fait, j'ai vachement d'énergie. Et je pense que j'ai bien fait de venir ici parce que ça m'a permis de savoir que j'avais encore de l'énergie. J'étais persuadée que j'en avais plus, mais je suis encore capable d'en donner aux autres. Donc j'en ai peut-être trop et plein à revendre. Mais comment je vais me reconstruire ? Ben, j'en sais rien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai la déception d'avoir réalisé que le lieu où je me trouve, que j'ai ciblé pour me reconstruire, ne convient pas. Et c'est pas de mon fait, parce que ce qui me conforte dans mon jugement, c'est que je ne suis pas la seule à le penser. Donc il y a bien un souci d'accompagnement des victimes, qui en France ne fonctionne pas toujours très bien. Moi, j'ai une chance, c'est que suite à ce qui m'est arrivé, je suis pas tombée dans l'alcoolisme. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui peuvent attenter à leur jour de façon directe ou indirecte à long terme. Et je pense que l'alcool fait partie des choses que des victimes peuvent utiliser pour se détruire à petit feu. Je me suis isolée, en fait, parce que juste au début de ces démarches judiciaires, j'ai eu quelques réticences puisque j'ai eu
des mots et des propos de la partie adverse, Gus, qui disait qu'il y aurait des représailles. Et ce n'est pas anodin, parce qu'il y a réellement des représailles. J'ai même du mal maintenant à être vraiment sur les réseaux. Je regarde pour avoir des nouvelles de mes filles, des choses, mais j'ai même plus envie de savoir ce qu'il fait parce que ça m'intéresse pas en fait. Et je le sais par personne interposée, quand elles elles sont choquées, mais tu sais pas, la dernière fois, il a posté ça. Et en fait, je m'en fous, laissez-moi tranquille, je m'en fiche. C'est sans intérêt. Et il reposte toujours les mêmes choses de façon cyclique, c'est un malade. Ces trucs virtuels, hein, tout est virtuel en fait. On peut raconter ce qu'on veut, hein. Et je m'en cache pas, à une période de vie, lorsque je voulais me cacher, je postais des photos qui n'étaient pas du tout d'actualité, pour simplement noyer le poisson, parce que j'ai pas du tout envie d'exposer, j'ai pas envie qu'on me suive, j'ai pas envie qu'on sache où je suis, j'ai pas besoin. J'ai ma vie privée, j'ai ma vraie vie, je suis dans la vraie vie, je suis dans le dur en ce moment, mais c'est pour mieux plus tard. Et je suis aussi dans l'aide aux autres personnes, parce que je ne conçois pas qu'on souffre sans faire attention aux autres qui souffrent aussi. Donc il y a des gens que j'ai entendus, des gens sans, sans prétention. Je pense que on peut tous sauver des vies. Il suffit d'avoir les bons mots au bon moment, ou d'être là et faire un câlin à quelqu'un et serrer très fort et lui dire t'es pas tout seul. Et moi, j'ai pas forcément eu toute cette aide, bien que mon ex-mari, le père de mes enfants, m'ait jamais lâché. Jamais. Il a toujours été présent au procès. Il est toujours venu venir avec moi. Et je me rappelle d'une chose qui est très émouvante. C'est à la cour d'appel, il y avait une de mes sœurs, ma sœur aînée, une des autres victimes, mon ex-mari, et on n'a pas pu se retenir après l'audience. Nous nous sommes tous serrés les uns dans les autres dans les bras. Waouh, on était complètement décontenancés d'avoir entendu pendant 1 heure que des mensonges. Emmanuelle ne passe pas un seul jour sans penser à cette histoire. Elle nous envoie régulièrement des messages. Jean-Louis, son ex-mari, aimerait qu'elle réussisse à avancer et passer à autre chose. J'essaye d'avoir de la distance un peu pour essayer à amener Emmanuelle à en avoir un peu alors qu'elle n'en a pas du tout. Et je peux comprendre, hein, j'espère que le procès civil va lui donner une reconnaissance de victime, déjà sur l'aspect financier. Et je pense qu'en ayant déjà une reconnaissance de victime, ça pourra lui permettre d'aller peut-être plus loin. Et je lui ai dit, tant que tu n'as pas au minimum de reconnaissance, tu es condamné 2 fois déjà, donc tu vas être laminé si tu fais un procès pour viol sous soumission chimique. Tu vas le perdre compte tenu du fonctionnement de la justice aujourd'hui. Je ne suis pas très optimiste pour savoir si elle va réussir à un peu remonter la pente. Alors, c'est un truc là. Alors, est-ce que ça vient de tout ce qu'elle a peut-être ingurgité, de ce qu'elle a vécu qui est trop compliqué à évacuer? Je ne sais pas. Je suis humain avant tout, c'est pour ça, hein, je m'occupe d'elle par humanité. Sauver des vies, c'est aussi ce que Vigdis espère faire. Elle a lancé Opal.care, un questionnaire en ligne qui aide les victimes à prendre conscience de ce qu'elles vivent. En effet, le problème majeur des violences, c'est de reconnaître qu'on est en train d'en vivre. C'est de comprendre qu'on fait partie des victimes. Les aider, c'est la voie que Vigdis a choisie pour se reconstruire. Opal, donc, c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de faire un diagnostic de violence conjugale de manière très complète, très précise. Et à l'issue de ces questions, on peut élaborer un état des lieux de la situation de la personne en fonction des différentes typologies de violence, donc violence psychologique, violence sexuelle, violence économique, violence administrative, violence verbale, cyberviolence et puis bien sûr violence physique. On va donc permettre d'élaborer ce diagnostic et puis de donner des réponses adaptées, tant juridiques qu'associatives ou étatiques. Nous, personnellement, on ne propose aucun accompagnement. Nous, on est un hub d'information. Notre volonté, elle est de permettre à n'importe qui, au moment où il en a besoin, d'avoir une réponse à ces questions. Donc, à l'issue du questionnaire, on va avoir accès au diagnostic et nous allons reprendre chacune des questions point par point pour voir les questions qui auraient donné des réponses borderline et on va donner un contexte légal. Parce qu'en fait, quand on vit dans une situation de violence conjugale,
La norme, c'est celle de notre agresseur. La norme, c'est, il nous dit que ça, c'est normal, bah, c'est devenu normal pour nous. En fait, on n'arrive plus à faire la part des choses, on en est incapable parce que notre quotidien est complètement, heu, adaptatif pour survivre. Donc il est important de donner une réponse, légale et pénale aux victimes. Ce n'est pas, la copine ou le médecin qui dit: «Attention madame, ceci c'est des violences». Non. Nous, en fait, on va déshumaniser tout ça. On va être, un outil technique, c'est mathématique, en fait. C'est ça, tu nous dis ça veut dire ça dans le code pénal et c'est tant d'années de prison et tant d'euros, d'amende et c'est bien plus factuel et désensibilisé. Que souvent la victime peut se dire: «Non mais, c'est ma copine, elle l'a jamais aimé, c'est normal qu'elle me dise ça» ou, «Le médecin, je lui ai dit ça à un moment donné donc, il pense, voilà tout de suite». Là, on est sur quelque chose de complètement, déshumanisé et c'est important pour ramener dans la norme et ensuite nous donc au niveau des autres prises en charge qu'on va aider à faire, on va trier les associations qui existent sur tout le territoire en fonction de ce qu'elles apportent aux victimes, de ce dont la victime a besoin, de où elle vit, si elle est, un homme, une femme, en couple, homo, hétéro, majeur, mineur, voilà, ça c'est des choses qui sont assez importantes et ensuite, en dernier lieu, de notre offre, gratuite, on va permettre aux victimes de pouvoir voir les aides de l'État de manière, simple et précise et toujours pareil, tout au même endroit. En fait, nous, le hub d'information, l'objectif, c'est de pré-mâcher le travail des victimes pour leur libérer de la charge mentale parce que, en vrai, c'est très, très compliqué de se dire: «Bon, bah, j'appelle, demain je fais ci, demain je fais ça». Il y a toujours des excuses. C'est pas la faute des victimes, hein, attention, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Il y a des excuses pour ne pas passer à l'acte qui vont être des freins, en fait, au départ, dans une situation de violence. Donc nous, on apporte un maximum de réponses, on facilite au maximum le parcours de prise en charge et de compréhension de notre propre situation. J'ai vécu des violences conjugales et en fait, je les ai vues plein, plein de fois, moi, toutes ces affiches, violences conjugales, à qui parler, 3919 ou il y a des associations. J'ai toujours su que ça existait. Ce que je ne savais pas, c'est que moi, j'étais victime. Parce que dans l'imaginaire populaire, une victime de violence conjugale, c'est, si possible, une nana issue d'un milieu social défavorisé. Si en plus elle est d'origine étrangère, ça passe mieux. Si elle a plein d'enfants et pas de diplôme, alors là, c'est parfait. En fait, c'est la victime attendue. Pourquoi ça, c'est problématique? Bon, premièrement, c'est hyper raciste, c'est hyper classiste, on est bien d'accord mais faire perdurer l'imaginaire collectif autour de cette typologie de victimes, ça va venir empêcher toutes les victimes qui ne répondraient pas à ce cliché de s'identifier. Bon, bah moi, par exemple, je suis une femme blanche, j'ai 35 ans, j'ai un bac plus 5, je suis chef d'entreprise. En fait, à aucun moment, on m'a dit que moi aussi, je pouvais être victime. Et dans l'imaginaire populaire aussi, il y a une très grande prédominance autour des violences physiques. Les violences physiques seraient les seules violences conjugales existantes. Vous avez peut-être déjà entendu des phrases type à la première gifle, il faut partir. Ouh là là, il faut partir bien avant. C'est pas la première gifle qu'il faut partir, il faut s'être barré avant, mais encore faut-il savoir repérer les signaux avant. Et donc moi tout ça, j'ai grandi dans ce genre de choses et du coup, bah, pour moi, j'étais pas victime parce que j'ai jamais été frappée. Par contre, j'ai vécu des années de violences, psychologiques, de contrôle de mon alimentation, de ma manière de m'habiller. J'ai été empêchée de dormir pendant des années parce que j'ai subi des viols conjugaux. J'ai été placée dans une situation de dépendance, financière qui empêchait toute rébellion possible. Moi, je me suis demandé, une fois que j'ai pris conscience que ce que j'avais vécu, c'était méga grave, que j'avais vécu des violences conjugales aggravées et cetera, je me suis dit: «Mais comment, à aucun moment, ce sujet n'a été abordé? Cet aspect des violences n'a jamais été abordé?» Je me suis beaucoup renseignée, j'ai énormément, énormément lu et j'en suis venue à créer Opal parce que, bah, mes compétences dans la tech, j'ai imaginé tout ce qui pouvait, faciliter la prise de conscience des victimes.
Moi, j'ai jamais appelé le 3919 vu que je n'étais pas victime de violence conjugale dans mon esprit, hein. Et du coup, toutes ces aides-là, elles étaient totalement inadaptées. Même après, hein, en vrai, quand je suis venue à prendre conscience des choses, les premières fois où je suis allée dans les associations, et ben, je suis arrivée, moi, j'étais j'étais en tailleur, en talons hauts, je sortais du travail et je venais là et en fait, je me sentais pas à ma place parce que je me sentais, illégitime. Alors que je sais que ce que j'ai vécu, c'est grave et du coup, le fait d'avoir ce logiciel qui va donner une réponse de manière 100 factuelle, c'est pas un être humain qui donne son avis et cetera, ça légitimise. Ça légitimise absolument une victime. Oui, on a détecté que tu es victime de violence. On te dit que tu as le droit d'aller chercher ces associations-là. On te dit que tu as le droit de mobiliser telle aide. Tu es légitime. Tu as le droit à bénéficier d'aide. Et ça change tout. Il n'y a que la maison de la femme dans un certain département qui m'a très très bien reçue. La femme était très avenante, à l'écoute, m'a donné des renseignements, mais de toute façon, j'avais déjà fait toutes les démarches judiciaires qui étaient nécessaires. Donc à chaque fois, les gens n'avaient pas grand-chose à me dire. Moi, le 3919 me pose un problème parce que je n'ai jamais eu une quelconque attitude positive et écoute. Et même, j'ai même appelé une fois un 3919 dont la personne était très agressive. Ses propos étaient tellement inappropriés qu'en fait j'ai très mal réagi aussi. Mais cette fois-ci, j'avais pris soin de mettre mon enregistreur. Donc j'ai l'enregistrement de notre conversation. Et j'ai fini par lui dire, écoutez, il me semble que nous sommes enregistrés, mais moi aussi je vous enregistre. Parce que j'avais besoin de prouver vos propos. Et là, c'est le summum de... C'est du surréalisme. C'est du surréaliste, en fait, de vous avoir entendu me parler de la sorte. Donc, je trouve que c'est pas très sympathique. Et je pense que je suis encore plus mal que quand j'avais l'intention de vous avoir au téléphone pour avoir du soutien. Donc, quand on raccroche, on est encore plus mal, quoi. Donc, c'est pas pour moi une aide. Et j'ai jamais, qu'une seule fois, eu de l'écoute d'un numéro quelconque d'aide à la personne. Et dans toute organisation, association, j'ai jamais trouvé d'écoute. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Certains vous diront, c'est pas vieux, t'as encore beaucoup de temps à vivre, j'en sais rien, moi. Donc aujourd'hui, je souhaite parler pendant que j'en ai la force. Et puisque vous veniez vers moi pour entendre mes propos, en fait, je trouve qu'il est très important de jouer le jeu et jamais je vous aurais dit non. Ou alors, j'aurais pu peut-être à un moment donné dire non parce que je suis condamnée pour diffamation, mais qu'il est inadmissible que je me taise. Donc je me serais peut-être ravisée, mais il est vrai que je ne vous ai jamais dit non, parce que je dirais jamais non à ce genre de témoignage qui est pour moi important. Il y a tellement de gens qui ne sont pas pris au sérieux. Moi, j'ai été totalement discréditée. La partie adverse a essayé de ressortir des documents qui sont d'ordre privé et tenus par le secret médical. C'est inadmissible et ce genre de choses, ça ne devrait pas exister. Moi, je suis retournée dans ma petite maison. Je vais essayer de manger équilibré à des heures normales et d'essayer de me projeter. Mais je vous avoue que j'ai un projet, mais je ne peux pas le faire en ces conditions. En fait, ça me bloque parce que, comme je vous disais, j'ai des comptes à rendre à la justice. Sachez que quand même, dans ma condamnation, impressionnant, j'ai jamais rien fait de mal de ma vie. À 56 ans, je dois dire quand je sors d'un département, plus de 3 semaines. Si je veux partir à l'étranger, et je l'ai déjà fait, ça m'a fait du bien, en hiver, de partir dans un certain endroit, eh bien je dois aller voir la juge des applications des peines et faire comme un pointage et de dire où je vais, combien de temps. Vous vous rendez compte? Et la partie adverse, elle est considérée comme victime, alors qu'il est coupable, il continue de faire tout ce qu'il veut. J'ai même interdiction d'approcher
ce Gus, je l'ai jamais approché. J'ai une interdiction d'aller dans certains endroits. C'est humiliant. Quand on a soi-même été victime, il est facile de reconnaître les signes. Marine affirme avoir tout de suite identifié de quoi souffre Emmanuel. Emmanuel, au vu de sa situation, il y a des choses ça lui revient bien plus tard. Et ça, en fait, c'est synonyme de victime de soumission chimique. Et surtout, en fait, elle présente tous les symptômes d'une victime. Une victime se justifie sans cesse avec des preuves pour l'avoir été. En fait, je ne peux que reconnaître ces signes, en fait. Et on a l'impression que personne nous croit, qu'on devient folle. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment émue dans le témoignage d'Emmanuel, et c'est ça qui a fait aussi que j'ai pris la parole. Parce qu'en fait, c'est le fait qu'elle se sentait complètement en désarroi. En fait, il y avait personne qui lui disait «Je te crois», en fait. Et c'est horrible en tant que victime. Déjà, on doute de nous-mêmes, de la perception des choses, mais aussi en plus de ça, enfin, quand on prend le courage de prendre la parole, on ne nous croit pas et on nous dit enfin, des absurdités. C'est affreux, quoi. Depuis plus d'1 an, Emmanuel est suivi par une thérapeute, Sonia. Elle est spécialiste des relations d'emprise, des mécanismes pervers narcissiques et des relations de pouvoir. Elle aide sa clientèle à retrouver son estime de soi après avoir vécu une relation toxique. J'ai vu tout de suite bien que c'était une femme qui avait perdu toute confiance en elle, qui était dans les peurs et qui était, ben voilà, qui subissait encore le harcèlement de la part bah, de ce conjoint qu'elle avait eu. Parce que quand je l'ai eu pour la première fois, elle avait quitté, elle était sortie de la relation, hein. Ces relations-là, je pense que si on les a pas vécues, si on ne s'est pas penché sur le sujet, parce que je me suis documentée, hein, j'ai beaucoup appris sur ces mécanismes de manipulation, de harcèlement, de maltraitance psychologique. Si on n'est pas vraiment spécialiste dans ce domaine, on risque de passer à côté et de ne pas voir l'ampleur des dégâts. Parce que souvent, les dégâts sont vraiment considérable, et on peut, si on n'a pas la connaissance suffisante, penser que la personne qu'on a en face de nous est en train d'écrire son propre scénario. Et c'est pour ça que c'est très important de poser les bonnes questions et surtout de ressentir ce que la personne est en train de vivre. Et je sais aussi par le biais de d'autres clients que ben, c'est souvent ce qu'ils ont ressenti quand ils ont consulté, qui n'étaient pas compris, limite on les prenait pour des fous, des folles. C'est ça qui caractérise la perversité, la structure perverse. Et donc, bah, ce Gus, bah, pour moi, il ressemblait aux autres, quoi. Bon, alors il y a des divergences, bien entendu. Je dirais que c'est un peu comme un tueur en série. Vous savez, le tueur en série, il procède exactement de la même façon. Mais c'est vrai que c'est pareil, il y a cette phase de séduction au début où il apparaît vraiment comme le beau prince charmant, comme la personne idéale, celle qu'on recherche, un alter ego. La rencontre, elle n'est pas par hasard, hein, ça répond à un besoin d'un côté comme de l'autre. Et puis après, il y a toute cette phase de dévalorisation, de maltraitance psychologique qui conduisent à la destruction. Et cette emprise qui se met peu à peu en place. Que ce soit une emprise physique, que ce soit une emprise économique et financière, la personne est carrément isolée et elle n'a plus les moyens euh, de s'échapper à ces liens qui sont invisibles aussi. Hein, parce que bien souvent, et ça on le voit, les proies aussi, c'est des personnes qui ont un très bon statut social. Ça peut être des directrices d'entreprise, ça peut être des ingénieurs, des managers. Et en fin de compte, à la maison, eh ben, c'est plus du tout la même personne dans le domaine sentimental. Et là, ils sont vraiment menés par le bout du nez sans s'en rendre compte, quoi. Et après, il y a tout ce qui fait que l'emprise, elle perdure, hein. Il y a ces moments où le loup, comme je l'appelle, devient agneau. Quand il voit que sa proie est sur le point de partir, il va vraiment rendosser ce masque de l'agneau. Il est prêt à tout pour se la réapproprier. Et c'est vraiment ces moments de bonheur, là où il est prêt à tout, qui permettent à l'emprise de perdurer.
Parce que n'oublions pas, et c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, c'est que ces personnes-là ont double facette et qu'à l'extérieur, ils apparaissent comme une personne idéale, irréprochable. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, comme disait ma grand-mère. Et c'est ça qui est très difficile pour l'entourage, parce que bien souvent, ces personnes ne sont pas entendues et comprises par l'entourage, parce que forcément, le manipulateur, la manipulatrice, quand il y a de la famille, quand il y a du monde à l'extérieur, va mettre son plus beau costume de la personne idéale, le mari idéal, le père exemplaire, etc. C'est pour ça que cette violence, cette maltraitance psychologique, c'est tellement dur d'aller la prouver, parce qu'elle se passe à huis clos, quand il n'y a plus de spectateurs, quand le rideau est tombé, même si parfois ça peut arriver qu'il ou elle fasse des reproches devant un petit comité, mais l'essentiel de la violence se passe à huis clos. Comment aller prouver ça? C'est quasiment impossible, quoi. À moins d'être entendu par des personnes qui sont formées et qui savent ce que c'est. Dans ce qu'il a mis en place, au début, elle avait été séduite, hein. C'est aussi pour ça qu'elle a quitté son mari, sa famille, parce que cet homme lui apparaissait vraiment comme quelqu'un à l'écoute, comme quelqu'un d'irréprochable. Et elle est partie, je dirais, bien souvent par tête baissée là-dedans, parce que ça aussi, ça peut être un signe. C'est quand ça paraît vraiment trop beau. Et elle s'est laissée embarquer. Et puis après, elle a perdu énormément déjà au niveau financier, hein, parce qu'il s'est servi quand même de son argent. C'était quelqu'un qui était quand même à la tête de plusieurs entreprises, donc une manager, une femme d'action. Et là, elle n'avait plus du tout confiance en elle. Mais ce qui s'appelle plus du tout. Perdu toute estime de soi, parce que la dévalorisation, de plus ces viols sous sédation chimique, voilà, c'est cette impression d'avoir été mais trahi au plus profond de ses entrailles. C'est vraiment de l'abus. Voilà, c'est très très grave pour l'estime de soi et pour la personne, parce qu'on agit sans son consentement. Et comment s'en ressortir après une telle expérience? Il ne faut pas se voiler la face, parce que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Ce n'est pas un travail de 6 mois, c'est même pas un travail d'1 an. C'est un travail beaucoup plus long, parce que quand on récupère la personne comme elle, et puis elle avait des problèmes de santé, parce que bien évidemment, toute cette maltraitance psychologique a des répercussions sur l'état physique. Il faut remonter la pente, c'est très très dur. Il faut apprendre aussi elle ne savait plus poser ses limites. C'est quelqu'un qui était aussi dans la peur perpétuelle. Et quand elle est partie, la peur des représailles. Qu'est-ce qui va bien m'arriver? Qu'est-ce qu'il est capable de mettre en place? Aussi, ce qu'on voit, c'est au niveau du tribunal, ces gens qui arrivent à toujours avoir des reports d'audience, ces gens qui arrivent à même aller avoir un certain pouvoir sur les juges. Les juges aussi, ceux qui ne sont pas formés, ça c'est important de le dire, ils se laissent avoir. Parce que ces personnes-là, il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont une capacité de persuasion qui est tout juste phénoménale, et ils sont capables de se mettre le juge, homme ou femme, hein, in the pocket. Les juges, ils ont devant eux une victime qui arrive, qui est complètement avec des troubles du comportement, qui ne va pas bien, qui est souvent très en colère. Face à ça, on a un manipulateur, une manipulatrice qui arrive, quelqu'un tout à fait sûr de lui, qui sait parler, qui sait endormir les gens. Et après, quand la victime reçoit encore le jugement, c'est l'effondrement. Parce qu'on voit encore qu'on a donné raison à ce gars-là. Quand on a un jugement qui dit « Madame, c'est vous qui avez raison, on a compris », je peux vous garantir que ça va donner un drôle de coup de pouce à l'estime de soi. Et c'est là qu'Emmanuelle, des fois, je la sentais, elle avait même perdu le goût à la vie. Hein. Pour l'aider, c'est déjà l'écouter. Déjà qu'elle comprenne qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'elle a vécu. La prendre aussi, qu'elle soit considérée en tant que victime, et qu'après, qu'elle puisse reprendre les commandes de sa vie en passant à l'état de sujet. Et ça, c'est compliqué, parce que pour l'instant,
Elle est dans cette lutte permanente entre les tribunaux à droite, à gauche, et ça, c'est son objectif. Ça, je dirais que même, c'est peut-être même sa raison de vivre pour l'instant. Et elle est à fond là-dedans. Je dirais c'est son leitmotiv, c'est ça qui la tient pour l'instant. Donc après, il va falloir aller faire taire ce cerveau de la peur et ramener en pleine conscience et dire voilà, maintenant, à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux? Je choisis de vivre pour moi, je choisis d'apprendre à poser mes limites, je choisis d'apprendre à dire non, je choisis de me respecter et de me faire respecter. Et c'est tout ça le travail de la reconstruction. Mais ça prend une quantité d'énergie phénoménale, ça prend des heures de sommeil, ça prend on n'a même plus envie de manger. Si d'un seul coup ça s'arrête, bah déjà ce sera bingo, quelque chose qui va lui permettre de passer beaucoup plus vite. Et puis aussi, comment je suis accompagnée? Est-ce que je suis accompagnée par un thérapeute? Est-ce que je suis accompagnée aussi par ma famille? Est-ce on va dire, ah ben ça y est, on a compris, c'est toi qui avais raison. Surtout ne pas aller juger sa famille, hein. Parce que s'ils ne connaissent pas le domaine, s'ils n'ont pas vécu ce genre de choses, c'est très dur de comprendre. Je dis souvent que la reconstruction, à mon sens, il est préférable de la faire seule. Parce que c'est là qu'on va apprendre à se connaître vraiment. On va apprendre à comprendre pourquoi on est tombé là-dedans. Là, déjà, c'est une bonne chose. Si on arrive à comprendre pourquoi on est tombé là-dedans, il y a déjà une prise de conscience, mais c'est vrai que la prise de conscience, c'est le début. Après, il va falloir passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire je décide de reprendre ma vie en main, je vais poser mes limites, je vais mettre un périmètre de sécurité autour de moi, justement pour ne plus jamais revivre ça. Et après, c'est vrai que si le travail est bien fait, eh ben, je peux me trouver confrontée à quelqu'un, que ce soit au travail ou un nouvel amoureux ou je sais pas quoi, je vais poser mes limites depuis le début. Et si j'ai affaire à un manipulateur, il va pas rester longtemps, hein. Donc c'est tout ça. Et Emmanuelle, je dirais que ben, elle a commencé ce travail de reconstruction, mais il y a encore du travail à faire. Quand tout sera fini, je veux dire au niveau du tribunal, au niveau des requêtes, au niveau de toutes ces choses-là, comme elle est tellement concentrée là-dedans, je dirais que c'est un job à plein temps, hein, même plus parce qu'il occupe la nuit aussi. Quand tout ça va redescendre, il va y avoir un vide qui va se créer en elle et il va falloir le combler. Alors peut-être se remettre dans son travail qu'elle adore, il va falloir aussi remettre la main au domaine professionnel, pour lequel elle n'avait plus la possibilité de le faire, parce qu'elle avait perdu toute confiance en elle. La racine, c'est d'aller redonner l'amour de soi, parce que l'estime de soi, c'est un gros pilier qui comprend l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Je veux parler en fait et je me tairai pas. Je veux surtout pas me taire. Parce que si je me tais, je vais garder ça pour moi et je vais imploser. Je pense que c'est une soupape en fait pour toute personne victime. On a besoin d'en parler. Échanger même avec vous, ça me fait un bien fou. Première personne qui m'ait entendu, c'est un journaliste et il m'a cru. Mais ça n'a pas été suffisant pour moi. Et après, ça a été le journaliste qui était hyper précautionneux, comme vous le faites aujourd'hui. Mais vous avez eu à faire un boulot de fou avant de me voir. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Je pense que c'est dû aussi au fait que je sois un peu cabossée, je m'en cache pas, mais je suis pas assez cabossée pour me taire. Et on va pas me cabosser au point de me faire taire. J'aimerais bien pouvoir continuer de m'exprimer. Et je pense qu'on a le droit, et je suis pour la liberté d'expression. La presse, vous jouez un rôle formidable, donc vous taisez pas. Vous n'avez pas, j'espère que vous n'aurez jamais l'obligation de vous taire. Mais ce que vous allez faire peut-être interpellera d'autres personnes et n'auront pas honte de témoigner à leur tour. On ne peut pas non plus jeter la pierre à toute personne qui s'est fait avoir et qui est victime d'arnaque. Pour moi, il est indispensable d'en parler parce que suite au premier fait de déclaration et de mes propos qui ont été exposés par la plateforme suite à laquelle j'ai été condamnée pour diffamation, quand on dit la vérité, on ne peut pas être fou au point de durer dans le temps pendant 4 ans et de réitérer les faits. Et pour moi, il est important que je témoigne parce que au moment où j'ai tenu ces propos en avril 2023, je croyais que j'allais perdre la vie. Pour moi, c'était un testament en fait. Il
fallait qu'il y ait des traces de ce que j'avais vécu. Et je me suis jamais prononcée sans en comprendre les conséquences, sans en calculer les conséquences. Et j'en avais bien parlé aux journalistes à l'époque. Et pour moi, il était impensable de me taire. Et ma petite phrase que j'utilise très souvent, pour moi, se taire, c'est laisser faire. Retrouver la confiance en soi, l'amour de soi. C'est possible, mais cela prend du temps, beaucoup de temps. C'est cette partie de la reconstruction qu'Emmanuelle n'a pas encore entamée. Elle l'affirme elle-même. Elle ne pourra pas aller de l'avant tant que son statut de victime ne sera pas reconnu. Aujourd'hui, Gus est toujours présumé innocent. Si la procédure lancée par Emmanuelle pour abus de confiance est toujours en cours, les deux parties ne connaissent pas encore la date du procès. En attendant, Emmanuelle essaye d'aller mieux, mais elle ne veut pas se taire. Elle souhaite avant tout prendre la parole et partager son histoire, pour inciter d'autres victimes présumées à faire de même. Le procès de Mazan a mis en lumière la soumission chimique, mais le sujet conserve de nombreuses zones d'ombre. Comment détecter plus rapidement les cas de soumission chimique ? Comment reconnaître les victimes ? Comment améliorer leur prise en charge ? Comment ce sujet a-t-il pu passer autant de temps sous les radars ? À l'heure où nous concluons ce podcast, le procès Le Skwarnek occupe tous les esprits. Une autre affaire qui montre à quel point la soumission chimique est présente dans la société, à quel point le nombre de victimes ne peut pas être négligé. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode du podcast À son insu. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans ce podcast. Emmanuelle d'abord, pour la confiance qu'elle nous a accordée, le temps qu'elle nous a consacré et le témoignage qu'elle nous a confié. Nous remercions également Vigdis, Marine, Jean-Louis, Sweta, Charlotte et Sonia. Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à la réalisation de ce projet. Merci à nos professeurs, à nos camarades du Master de journalisme de Metz, aux journalistes avec qui nous avons pu échanger et à nos proches qui nous ont soutenus. Enfin, merci à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi notre travail, d'avoir écouté ce podcast, de l'avoir partagé et d'avoir consulté notre site internet. Nous espérons avoir contribué à rendre la soumission chimique plus visible et plus compréhensible. Merci. À son insu, le podcast. Épisode 3. Reprendre vie. Réalisé par Laurie Gieco et Claire Terry.